Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes ensemble pour notre rendez-vous sportif quotidien, en direct, bien sûr, sur les antennes de la 3 de 20h30 à 22h. Et bien sûr, on espère passer une très belle soirée. Mais avant, regardons le sommaire. Au menu de ce numéro de la Grande Team, LGT News, Karim Benzema dans l'histoire. Ça fait le buzz. Exclu de son club, quel message avez-vous pour Eric Bailly? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, et vous le savez, comme chaque soir, vous pouvez participer à l'émission avec la question LGT. La question LGT de ce soir, donc, exclue par son club. Quel message avez-vous pour Eric Bailly? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et aussi, écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Donc, pour cette émission sur le plateau, les consultants sont là, ils sont présents. Ils sont d'attaque pour ce soir, pour passer au peigne fin toute l'actualité sportive. Et bien sûr, je serai accompagnée de Ballot, de Clément, de Roger Stéphane et aussi de Saint-Séverin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Clément? Oh, moi, je vais super bien. Voilà, le plateau, il est magnifique. Et puis, voilà, il y a Saint-Séverin qui est là. Il vient avec une victoire de l'Africa. Oui, un grand club. Mais vous étiez obligé de parler de cette victoire. Bref, oui. Ballot, comment vous allez? Ça va. Je vais très bien. Et je suis contente de faire l'émission avec vous. Merci, moi aussi, c'est réciproque. Voilà. Surtout avec le rose bonbon. Ballot, merci beaucoup. Roger Stéphane. Oui, bonsoir, Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Bon, je suis le gardien du temple, je suis là. Bon, si je vous dis que je suis contente de faire l'émission avec vous, vous allez répondre quoi? Je sais, vous me le dites tout le temps. Mais vous... Mais c'est bien de le dire à l'antenne. Mais il faut un retour. C'est connu. Je n'ai j'attends. pas besoin de le dire. J'attends. Bon, demain, vous serez mon carton vert. Il est dur. Il est très dur, mais bon, pourtant c'est le plus doux. Bon, hors l'antenne. Ne me démystifiez pas, ne me démystifiez pas. C'est déjà fait. Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien, super bien. En Ligue 2, l'Africa Sport a gagné aujourd'hui. Donc c'est le bonheur partout dans le pays. Nous sommes heureux d'être là. Mais ça, c'est très bien. C'est quand même une bonne nouvelle. L'Africa donne de la visibilité à la Ligue 2 et la SEC en Ligue des champions africaine. C'est très bien. Félicitations. Ouais, les deux clubs sont au firmament et c'est bénéfique pour le football ivoirien. Il y a aussi l'équipe féminine de la SEC qui a été victorieuse tout à l'heure, 8-0. Voilà, il ne peut pas faire de commentaire dessus. Bon, on ne sera pas seul, on ne sera pas seulement avec Roger Stéphane, Ballot, Clément et aussi Saint-Séverin. On sera aussi accompagné de l'Académie Tachi Diakité, dont les pensionnaires sont installés dans les gradins. Bonsoir, messieurs. Donc, l'académie est conduite par M. Tachi, l'un des membres fondateurs. Bonsoir, M. Tachi. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Bon, avec vous, on passera les 90 minutes d'émission. Vous êtes prêts? Plaisir. Vous êtes bien. Prêts? Prêt. Voilà, c'est bon. Bon, tout le monde est prêt. Tout le monde est échauffé. On commence véritablement ici avec LGT News. LGT News. Boxe, MMA, pour démarrer les news de ce mercredi. Ngannou, Deontay, en projet pour 2 combats. Francis Ngannou pourrait croiser Deontay Wilder dans les mois à venir. Son entraîneur principal, Eric Nicksick, envisage sérieusement 2 combats entre ces 2 boxeurs, dont l'un en boxe anglaise et l'autre en MMA. Nous avons regardé ce qui pourrait se passer si c'était Deontay Wilder. S'il y a ce combat à règles mixtes, il y a donc 2 options possibles. Je lui ai dit que si nous pouvions avoir Wilder en MMA puis en boxe, ce serait le meilleur scénario possible. Ce serait très amusant, a déclaré le coach de Francis Ngannou. D'ailleurs, le Camerounais ne verrait pas d'un mauvais œil cette proposition. LGT News. LGT News. Rugby. Baptiste Serin, éloigné des terrains au moins 4 mois. Le demi de mêlée toulonnais, à savoir Baptiste Serin, va manquer à son équipe.
Il a été victime d'une luxation à l'épaule droite le week-end dernier face à Exeter. C'est un énorme coup dur, d'autant plus qu'il sera opéré la semaine prochaine. Il sera absent pour une durée minimale de 4 mois suite à cette opération, a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site officiel. Baptiste Serin est donc forfait pour le prochain tournoi des 6 nations qui débute le 2 février contre l'Irlande à Marseille. Le RCT perd ainsi son numéro 9, pilier essentiel dans son dispositif de jeu. LGT News. Football à présent. Les clubs en assemblée générale extraordinaire le 27 décembre. Les clubs de football des groupements d'intérêt seront en assemblée générale extraordinaire le 27 décembre prochain. Ils ont en effet été convoqués par l'instance dirigeante du football ivoirien, à savoir la FIF. Selon la convocation dont nous avons reçu une copie, 8 points sont à l'ordre du jour. Les acteurs de cette discipline vont plancher sur l'examen et l'adoption du projet de budget de l'exercice 2024. Ces assises seront certainement l'occasion pour le président Yacine Idriss Diallo d'aborder la question de la participation des éléphants à la CAN, prévue sur nos terres du 13 janvier au 11 février. LGT News. Espagne, Zidane, victime d'un accident au volant. Zinedine Zidane a pris part à une course de karting à l'occasion d'une journée événement organisée par Alpine à Madrid. Il était aux côtés de Pierre Gasly et Esteban Ocon, lequel a percuté la voiture de la légende tricolore. Cette course, qui a eu lieu hier mardi et a été placée sous le signe de l'amusement et du plaisir, aurait pu mal tourner. Tout se passait bien jusqu'au gros boom, mais plus de peur que de mal. Ce n'était pas volontaire, surtout pas sur Zizou, a déclaré Ocon. LGT News. Très bien. Une autre information complémentaire, taekwondo, Yolande Yassé passe ceinture noire, deuxième dan. Yolande Yassé, l'épouse de Jean-Marc Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, vient de franchir un autre cap dans la pratique de cette discipline sportive. En effet, à l'issue d'un passage de grade effectué au Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, elle a obtenu sa ceinture noire, deuxième dan. C'est une étape importante dans mon parcours et je souhaite exprimer toute ma profonde gratitude envers mon cher époux, grâce à qui je suis arrivée au taekwondo. Le taekwondo féminin est une source de puissance et de confiance en soi. Rejoignez-nous dans cette belle discipline et devenez la meilleure version de vous-même, a-t-elle publié sur sa page Facebook. Voilà, félicitations donc. Et nous commençons le débrief des news de ce soir. Nous commençons avec Saint-Séverin. Oui, avec l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football, une Assemblée générale est attendue, évidemment, par les présidents de club. C'est vrai que les points de l'ordre du jour ont été donnés, mais pour ce qui m'a été donné de savoir avec certains présidents, c'est qu'ils vont mettre sur la table beaucoup de problèmes, notamment les subventions qui n'arrivent pas vite et tout ça. Beaucoup ont gros sur le cœur. C'est vrai qu'ils ne veulent pas en découdre, mais ils en ont gros sur le cœur. Et en plus de ça, il y a le budget de l'année 2024 qui va être voté. C'est tellement important parce qu'en année de CAN, le budget gonfle toujours. Voilà, parce que la CAN, c'est minimum 4 milliards et demi. Autour des éléphants. Voilà, pour les éléphants. Et donc, la CAN est à domicile en plus de ça. Donc, il y a tellement de choses à faire. Ouais. Donc, le budget aussi de l'année 2024 est très attendu. Je pense que ça va être une belle réunion. Juste avant la CAN, ça va donner aussi l'occasion au président de la Fédération ivoirienne de football d'emmener les clubs à aller dans la même direction pour la patrie, pour une 3e étoile en 2024. Voilà. D'accord, on attend donc de savoir. Clément, avec vous, on parle de Neymar. Oui, tout à fait. On va parler de la demande un peu drôle et puis voilà, c'est quand même prétentieux de la part de Neymar qui demande également qu'on retire son numéro 11 du club de Santos jusqu'à ce qu'il ne revienne, ouais, voilà, de
pour son voyage de l'Arabie Saoudite. On sait que tout récemment, on a retiré pour le roi Pelé parce que le club est descendu en seconde division 111 ans après. Donc du coup, pour ne pas tâcher l'image du roi, le nouveau président Texera, il a décidé de retirer le numéro 10 de Pelé. Donc dans la foulée, il va recevoir automatiquement un appel de Neymar qui lui dit « Mais président, retire également mon numéro 11 jusqu'à ce que je ne revienne ». Alors on sait que le club est descendu en deuxième division dans un dernier match face au Vasco de Gama de Dimitri Payet. Ouais. Donc ils n'ont pas pu gagner ce match-là et ils vont redescendre. Et il y a également l'appel du pied du président de Santos qui voudrait faire revenir Neymar dans ce club-là, le club qui a formé beaucoup de bons joueurs. On parle de Robinho, on parle du Roi Pelé, on parle de Neymar. C'est un club qui a tant donné au football brésilien. C'est triste de les voir en seconde division. Et lui, par cette demande de Neymar, peut-être qu'on peut utiliser la demande pour essayer de le faire revenir, pourquoi pas l'année prochaine. Mais c'est un peu difficile quand on connaît le contrat en or qu'il a en Arabie Saoudite. Donc on pense que ça serait un peu difficile financièrement. Mais sa demande, je pense que généralement, ça se fait naturellement. C'est le club même qui retire, qui estime que vous nous avez apporté quelque chose. Donc, on décide naturellement de retirer votre numéro. Ce n'est pas le joueur qui demande. On le fait avec le roi Pelé, ce n'est pas le joueur qui demande. Voilà, c'est dans le sens inverse. Bon, vraiment, Neymar qui nous surprend. Il manque d'humilité. Bon. On va pas commenter dessus. Ballot, avec vous, on a des nouvelles de Zizou? Oui, Zinedine Zidane qui a été percuté lors d'une petite course de cartes. Il faut savoir que les cartes, ce sont de petits véhicules à 4 roues, des véhicules monoplaces. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été percuté par Esteban Ocon, une star de la Formule 1. Il faut savoir qu'Esteban Ocon a terminé 12e du classement général 2023 avec 58 points. Et il a percuté Zinedine Zidane. Je pense que c'est un événement qui prouve qu'il faut que Zinedine Zidane revienne aux affaires finalement, parce qu'il avait été courtisé à un moment par le Brésil. Il y avait des rumeurs qui circulaient sur le fait que le Brésil le voulait comme sélectionneur. Il a longtemps lorgné, il faut le dire, sur le fauteuil de Didier Deschamps jusqu'à ce que Didier Deschamps soit reconduit à la tête de l'équipe de France. Mais il faut véritablement qu'il revienne parce qu'il y a de la place. Par exemple, Erik ten Hag, qui s'est incliné hier face à l'équipe du Bayern de Munich, 1-0, est sur la sellette. Donc, il y aura de la place éventuellement pour Zinedine Zidane. Bon, faut dire que cet accident est arrivé dans une ambiance un peu festive, dans le cadre d'une fête organisée, d'une course organisée à Madrid par l'écurie Alpine, dont il est l'ambassadeur de luxe, il faut le savoir. Donc, on attend que Zidane reprennent tout simplement du service sur les bancs du football, là où sa place tout simplement là où il a laissé, perdue. Zinedine Zidane, effectivement, après avoir été un grand footballeur, qui est aussi un très bon coach. Roger Stéphane, avec vous, on parle MMA. Oui, MMA, avec il y a un combat qui fait bruit en ce moment. C'est Ngannou-Wilder, qui sont considérés comme deux gros frappeurs. L'un, qui est Wilder, est le plus gros puncher de la boxe anglaise. Et puis Ngannou, considéré comme le plus gros cogneur de l'UFC. C'est une affiche qui fait saliver. On attend de voir ce que ça va donner. Ngannou est considéré par beaucoup comme le combattant le plus puissant de la planète, avec ce qu'il a montré récemment face à Tyson Fury, fort de son 1m93 et de ses 120 kg. Deontay Wilder est un sacré client également, pour en savoir un peu plus sur ses 43 combats en carrière. C'est 42 KO, ça vous dit à quel point ce garçon-là est cogne. Eh bien, ces deux athlètes ont trois choses en commun. La première des choses, c'est qu'ils sont très puissants et ils cognent très très fort. Ça, c'est connu, les deux sont très puissants, ils cognent très très fort. La deuxième chose, c'est qu'ils sont tous les deux dans le top 10 des challengers en ce qui concerne les catégories de poids lourds. Wilder est numéro 1, Ngannou a fait une entrée fracassante à la 10e place, c'est très intéressant. Et puis le troisième élément, c'est que les deux punchers ont déjà croisé Tyson Fury. Tyson Fury a battu Deontay Wilder 2 fois et Fury a battu également Ngannou 1 fois. Donc ça vous dit que ces deux garçons qui sont au sommet du Nord A. Maintenant on parle de deux combats. Un premier combat en boxe anglaise qui est le territoire de Wilder et un deuxième combat en MMA UFC qui est la chasse gardée, on va dire, de Ngannou, le champion camerounais. Eh bien, on attend ce combat-là. Est-ce qu'il va avoir lieu? Parce que pour l'instant, ce sont les supputations, mais c'est un combat qu'on a envie de voir. Parce que sur le style de combat, c'est deux garçons qui sont identiques, deux cogneurs, deux frappeurs au punch exceptionnel. Ce combat-là, contrairement au combat entre Ngannou et Fury, celui-là n'ira pas à son thème. L'un des garçons va aller à terre parce que les deux, un ira à terre forcément parce que les deux garçons sont les cogneurs. Maintenant, Ngannou
ne va plus bénéficier de l'effet de surprise parce que tout le monde sait c'est un bon client. Oui. Et puis également, tout le monde va le prendre au sérieux. Donc oui, on est parti pour assister à un bon combat. Il aura lieu quand? On ne sait pas encore. Mais si ce combat a lieu, ma chère Marie-Christine Begré, ça va être un spectacle exceptionnel entre deux grands champions. Bah, franchement, vous nous mettez l'eau à la bouche. Oui. On espère donc que ce combat aura lieu afin de voir ce très beau combat. Il peut organiser un combat de boxe en Côte d'Ivoire. Oui, je vais faire ça entre vous et Philippe, entre vous et Jean-Philippe. Et Deontay Wilder? Non, non, non. Ça, c'est vrai. Nganou, Deontay Wilder. Bon, merci beaucoup pour la proposition de combat. On marque une petite pause. Hein. Déjà, sachez qu'on est en compagnie des membres de l'Académie Tati Diakité, avec qui on pourra s'exprimer tout à l'heure pour savoir qu'est-ce qu'il en est véritablement de cette académie. Aussi, la question LGT, exclue par son club. Quel message avez-vous pour Eric Bailly? Le 27 21 59 93 99. Et aussi, continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes ensemble en direct bien sûr sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h. Et nous allons parler avec Tati Jules, président, un des membres fondateurs de l'Académie Tati. Déjà, depuis quand est née l'Académie? Ok, merci pour une brève présentation. L'opportunité. Oui. C'est Jules Tati, président fondateur de l'Académie Football Tati Diakité, né je ne vous entends pas. Né le 15 décembre 2020. Oui. Donc, nous ouvrons les portes à toute personne qui désire vraiment embrasser ce domaine de footballeur. Donc, nous permettons à tous ces jeunes-là de suivre une bonne formation et de les orienter, de les conduire dans ce rêve de footballeur. Bon, d'accord. Bon, nos reporters ont pris part à l'une de vos séances d'entraînement. Donc, on regarde, on montre ça aux téléspectateurs. Allons-y. J'ai choisi le football comme métier parce que c'est une passion d'abord. C'est un amour propre. J'aime le football. Parce qu'à la base, c'est une passion. Et aussi par l'inspiration de mes grands frères au quartier, les dévanciers. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de jouer au football. Moi, le football, c'est quelque chose de formidable, de magnifique. C'est un métier comme tout autre. Le football, ça me procure une joie, une sensation et puis un bien-être aussi. Donc, le football, pour moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours rêvé. Je ne me voyais pas en train de faire autre chose à part le football. Donc pour moi, le football, c'est un amour d'abord, c'est un amour propre. J'aime le football, c'est une passion. Coach Bangali, coach principal de la FTD. Et j'ai mon adjoint avec moi qui est Jules Achille. Et à la base, nous sommes une académie de football. Nous avons les enfants pratiquement plus depuis à l'âge de 10-13 ans. Et à la base, nous les apprenons la base du football qui est le contrôle et la passe. Le football, c'est juste deux aspects, contrôle et passe. Et maintenant, puisque la majorité ont plus de 17 ans aujourd'hui, un peu de physique pour les mettre d'appoint. Sinon, la base, c'est le contrôle, passe. Et ils doivent avoir une option tactique et technique. Donc c'est ce que nous pratiquons pratiquement à chaque séance. L'objectif, c'est ce que nous cherchons. Former des footballeurs qui savent jouer au foot et plus tard qui deviendront des hommes dans la société. Donc la base, c'est contrôle, passe et un peu de physique puisque la majorité ont 17 ans. Après chaque contrôle, levez la tête, on va jouer. Après chaque contrôle, levez la tête, on va jouer. Et ici, nous avons une académie de 3 catégories. Nous avons les U10, U17 et U13. Et les plus jeunes, les séances, c'est les mercredis et samedis. Puisque chez nous, la priorité, c'est l'école. Voilà, ça fait que pour intégrer l'académie Tati Football Diakité, tant que vous n'avez pas une bonne moyenne de classe, vous ne pouvez pas jouer à nous. Si on prend un enfant qui n'a pas une bonne moyenne en classe, nous, on est dans l'obligation de le libérer. Par la base ici, la priorité, non objectif, c'est l'école d'abord. Le foot, oui, mais l'école d'abord. Donc tu dois avoir une bonne moyenne de classe et avant d'intégrer l'académie. La plupart, les U17 qui sont aujourd'hui presque des hommes, voilà, donc avec eux, il y a un peu de conditions physiques.
formation académique. Et nous, maintenant, le côté sport, on complète. Parce que la carrière d'un footballeur, si c'est trop 10 à 15 ans, ok. Donc il faut avoir un bagage intellectuel qui va te permettre de vivre après. Voilà, parce qu'à la base, nous formons des joueurs, mais en même temps des hommes de demain. C'est un reportage sur l'Académie Tati Diakité. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir un reportage sur votre académie? C'est vraiment un grand plaisir pour nous de voir ces jeunes-là vraiment et ça donnait au football. C'était un rêve pour eux et quand on les voit ici, ça nous fait vraiment plaisir. Et l'âge varie de quel âge à quel âge? De 13 à 20. De 13 à 20 ans, d'accord. Bon, vous êtes à l'honneur ce soir, donc moi je vais vous permettre de vous présenter un à un. Donc vous parlez d'une voix bien audible, vous nous dites votre nom et vous jouez à quel poste? Vous vous levez. Moi c'est Akessé David. Vous vous levez s'il vous plaît. Ah bon, restez assis, allez-y. Allez. Akessé David, moi. Oui. Moi c'est Akessé David. Je ne vous entends pas. Akessé David. Oui, vous jouez à quel poste? Je suis milieu de terrain. Milieu de terrain, d'accord. Suivant. Bonsoir, moi c'est Ousseni Issa, je suis défenseur central. D'accord. Bonsoir, moi c'est Touré Mahama, je suis milieu défensif. Bonsoir, moi c'est Kamara Isaac, milieu défensif. D'accord. Bonsoir, moi c'est coach Diakité. Le coach? Oui. Oui. Bonsoir, oui. Moi c'est Yebinan Venance, informaticien. D'accord, on a même l'informaticien. Bonsoir, moi c'est Diakité Tidiane, gardien de but. Très bien. Bonsoir, moi c'est Mbra Harold, gardien de but. Bonsoir, moi je suis un latéraux. Non, le nom Konaté Youssouf. Oui. Latéral. Latéral, d'accord. Bonsoir. Oui. Moi c'est Naounou Ulrich Magloire, milieu offensif. D'accord. Bonsoir, moi c'est Diabaté Moussa, attaquant, ailier gauche. Mais pourquoi vous parlez tout doucement comme ça? Parlez fort. Bonsoir, moi c'est Wahab Fawaz, je suis attaquant ailier. D'accord. Godio Roméo, le trésorier général de l'Académie Tati Diakité. D'accord. Tu es venu avec le djihad, non? Mohamed Sissé, défenseur central. D'accord. Ousmao Isiaka, avant-centre. J'ai rien entendu, Bonsoir, Ousmane Sarr, latéral droit. J'ai pas entendu. Avant-centre. Oui. Bonsoir, madame. J'ai le nom Ousmao Isiaka, l'avant-centre de l'Académie Tati Diakité. D'accord. Bonsoir, Ousmane Sarr, latéral droit. Ok. Bonsoir, moi c'est Diansouba Cheikh Ali, défenseur axial. D'accord. Bonsoir, moi c'est Oka Serge, milieu défensif. Bonsoir, moi c'est Kablan Marius, milieu défensif. Très bien. Bonsoir, moi c'est Traoré Ouma, milieu défensif. Bonsoir la grande team, moi c'est Lawani Mohamed, milieu sortant. D'accord. Okay. Bonsoir, moi c'est Blé Prince Hassan, avant-centre. Bonsoir, je m'appelle Eddy Ofolem Emmanuel Joachim, défenseur central. D'accord. Bon, merci. Oui, Roger Stéphane. Alors, j'aimerais savoir, apporter une précision. Vous êtes une académie, un centre de formation ou bien un centre d'animation? Vous êtes dans quelle catégorie exactement? Académie football. Académie? Exact. Vous êtes une académie? Exact. Mais quand j'ai vu le reportage, je n'ai pas vu des équipements, des installations du type ASEC Mimosa. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous existons depuis 3 ans. Donc, ASEC, c'est un modèle à nous. Donc, on ne peut pas se comparer à l'ASEC, mais on peut suivre les pas de l'ASEC. Par exemple, nous n'avons pas les mêmes équipements que l'ASEC, mais ça viendra avec le temps. Quelle est la base de votre formation? Vous travaillez beaucoup le collectif ou bien les qualités individuelles? C'est ça, la priorité, c'est le collectif. Parce que c'est un jeu de football, c'est un jeu à 11 joueurs, donc il faudrait vraiment jouer ensemble. Donc le collectif est la priorité et le talent individuel vient après. D'accord. Alors, moi, ma question, c'est dernière question. Avec les 3 ans d'existence, est-ce qu'il y a déjà un joueur qui est sorti du lot et qui joue dans un autre club, par exemple en Ligue 1? Non, même en D3, en Ligue 2 ou en Ligue 1. Ok, nous convenons bien. Et la priorité de l'académie, c'était d'abord de bien former les jeunes. Donc, pendant ces 3 années, ces jeunes sont restés ensemble pour travailler, mieux se connaître, mieux apprendre, et puis après, la suite viendra. Vous ambitionnez de devenir un club plus tard, comme certains centres qui se créent et qui après se mettent en club pour participer aux compétitions? C'est ça. Nous sommes actuellement sur les démarches administratives. D'accord. Et s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, il se peut
on sera en compétition nationale, en district. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Bon. Bon, avec vous, donc, on poursuit l'émission et il est l'heure de passer aux sabeuses de ce soir. Le sabeuse de ce soir concerne Karim Benzema. Oui, Karim Benzema qui vient de marquer l'histoire de la Coupe du Monde des clubs. On suit cette vidéo et on revient après sur le plateau de la Grande Team pour en parler. Bon, quel commentaire vous faites sur la performance de Benzema? Oui, ça c'est vrai. Une grosse performance, mais qu'il doit en partie au Real Madrid. Vous savez qu'il a gagné 5 Ligues des Champions dans ce club. 2014, 2016, 2017, 2018 et puis 2022. Je ne l'ai plus. 2022. Non, ça fait 2022, c'est ça? Ça fait 5 Ligues des Champions pour Karim Benzema. Et sur ces 5 fois-là, il a été au Mondial des clubs, évidemment. Sur les 5 fois, il a marqué 4 fois. C'est une grosse performance. Mais s'il doit dire merci aujourd'hui à un club et à des coéquipiers, je pense que c'est à ceux du Real Madrid. Mais lui aussi, il faut répéter qu'il est performant parce que tous les attaquants ou tous les joueurs qui ont joué avec lui, ces compétitions-là n'ont pas forcément marqué. Donc, c'est quand même une prouesse exceptionnelle. Et aujourd'hui, je sens Benzema encore plus heureux que quand il était au Real. Quand il allait en Arabie Saoudite, il a dit que pour lui, le musulman, c'était l'endroit idéal pour terminer sa carrière. Je le sens heureux à Al Ittihad. C'est vrai qu'ils ne sont pas en tête du championnat de la Saudi Pro League, mais il est heureux et ça se ressent dans ses performances. Balo, un mot sur sa performance, justement. Une grosse performance et ça rentre dans le cadre de ses performances même en Saudi Pro League. Il faut dire qu'il a marqué 9 buts en 13 matchs de championnat, 4 passes décisives, donc il était équilibré. Moi, je suis encore plus content pour lui à cause de la polémique qu'il suscite dans son propre pays, parce qu'il passe pour le mal-aimé en France. Il a fait l'objet d'une polémique à cause du ministre de l'Intérieur. Donc c'est un record qui va lui faire du bien psychologiquement, qui va prouver que Karim Benzema, en dépit de ce qu'il subit tout simplement en France, est un joueur exceptionnel, est un grand athlète et je suis content pour lui dans ce cadre-là et d'autant plus que c'est aussi son premier match dans cette Coupe du Monde des clubs et dès le premier match, il tout simplement rentre en force avec ce but, donc bravo à lui. Oui, et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse mieux par rapport à ces statistiques, Clément? Oui, tout à fait. Je pense que tant qu'il aura la possibilité de disputer des rencontres, il aura cette possibilité-là d'aller améliorer les statistiques. Lesquelles statistiques? On parle quand même de Ronaldo qui est en tête des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde des clubs, qui a 7 buts. Tu as Gareth Bale qui a 6 buts également. Et puis tu as Suarez qui a 5, Lionel Messi qui a 5. Donc lui, voilà, il aura quelques matchs, même si ce n'est pas beaucoup de matchs en termes de Coupe du Monde des clubs. Mais lui, si c'est 3-4 matchs, il peut aller chercher ces records-là. Il a bien commencé déjà. On parle quand même d'un garçon qui a une palette qui est très très complète. C'est un joueur qui sent le football. C'est le football dans sa splendeur, dans sa beauté, parce que c'est un joueur d'abord qui a mis le collectif au devant de l'aspect individuel. Et on l'a vu récemment, il va faire jouer des garçons tels que Ronaldo, voilà, qui va s'éclipser pour faire briller les autres. C'est un beau joueur, voilà, et bravo à lui pour quand même ce record-là, parce qu'il va le faire en 2014, en 2016, en 2022 et puis en 2023. Et il a déjà remporté cette compétition à 5 reprises avec le Real Madrid, donc peut-être qu'il ira pour une 6e réalisation, même si ça sera difficile parce qu'on sait qu'il y a Manchester City qui sera là, il y a le National du Al Ahly qui sera également là dans cette compétition. C'est le prochain adversaire. Voilà, donc on attend de voir ce que ça va donner pour la suite et quand même il a la possibilité d'aller améliorer tout ce qui est statistique dans cette Coupe du Monde des clubs. Roger Stéphane? Oui, Al Ahly, je voulais juste ajouter à Yeton que Al Ahly est le prochain adversaire de son club, de Benzema. City, comme c'est un meilleur européen, les attend en demi-finale. Oui, on n'est pas surpris quand même. Vous savez, quand vous avez joué 10 ans au Real de Madrid et que le Real de Madrid a gagné 5 fois cette compétition, évidemment, vous revenez régulièrement et vous marquez des buts parce que le Real de Madrid, quand même, n'a pas beaucoup d'adversaires partout. C'est le meilleur club du monde, c'est connu. Donc, bravo à Karim Benzema qui continue d'écrire son histoire. C'est un garçon performant. Oui, qui fait la polémique en dehors du terrain, mais que sur le terrain, partout où il est passé, il a été brillant. Avec ses débuts du côté de Lyon, il était très brillant. Il a confirmé au Real de Madrid. Il a été longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, mais dès que R7 est parti, il a repris le club en main. Il a fait des grandes performances. On est content pour lui. Maintenant, cette compétition, nous les Africains, on est un peu en danger. On la gagne quasiment pas. Je crois qu'on a joué une finale
avec le TP Mazembe en 2007. On a joué une finale avec le Raja en 2013. C'est une compétition que se partagent les Européens et les clubs brésiliens. Les clubs brésiliens l'ont gagné 4 fois, les clubs européens l'ont gagné 15 fois. Donc oui, on attend de voir à quel moment nous, on ira au bout pour gagner cette compétition, même si quelques clubs africains ont été 4e à plusieurs reprises. Donc oui, c'est une belle compétition. Il y a plusieurs réformes qui sont annoncées, mais qui ne sont pas encore appliquées. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Vous avez un premier tour, vous avez un deuxième tour, après vous avez les demi-finales, où sont déjà logés le champion de l'Europe. Mais en tout cas, c'est une très belle compétition qui chaque année réunit les grands clubs au monde. On est heureux de voir que les Africains vont à chaque fois se débrouiller. C'est parfois difficile, mais on tient notre rang quand même avec 2 finales, c'est pas mal. Maintenant, Karim Benzema, bon, vous savez, avec ce qu'il a réalisé déjà au Real de Madrid, il est devenu depuis très longtemps l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps et c'est à son bénéfice. Maintenant, la compétition se poursuit. Il va peut-être marquer encore quelques buts. Vous l'avez bien dit. Et justement, quelle équipe vous voyez déjà remporter cette compétition? Ça, c'est vrai. Manchester City. Manchester City, Pep Guardiola. C'est vrai que ça loupe rarement pour les clubs européens sur les dernières éditions. Tous les clubs européens qui ont gagné la Ligue des Champions ont gagné. Ça veut dire que ça va être un crime de lèse-majesté si Manchester City se loupe avec son armada. C'est vrai que les clubs saoudiens, un club comme Al-Ittihad s'est bonifié avec les arrivées de Fabinho, de N'Golo Kanté, ça vaut pas City. de Benzema. Mais Manchester City, ça reste quand même une machine à broyer l'adversaire. C'est vrai Ils sont déjà qualifiés pour la demi-finale. L'équipe n'est pas au mieux de sa forme cette année, mais je ne vois pas Guardiola et sa troupe en train de rater ce trophée-là. Mais on est au football, sait-on jamais. Il y a toujours des surprises, sait-on jamais. Mais bon, on note que ce sont les grands favoris en tout cas. Bon, c'était pour le Sabuzz de ce soir. Et le foot, le sport surtout, c'est aussi des statistiques, c'est aussi des chiffres. Donc on part pour les stats du jour. Pour les stats du jour, 10, le stade olympique Alassane Ouattara et le stade Félix Houphouët-Boigny recevront chacun 10 matchs au cours de la CAN 2023. Les 2 enceintes d'Abidjan sont suivies de celle de Bouaké, qui accueillera 9 rencontres. Yamoussoukro et San Pedro recevront chacune 8 affiches, tandis que 7 matchs se joueront à Korogo. 30. Le Racing Club d'Abidjan est l'actuel leader de la Ligue 1 ivoirienne avec 30 points sur 45 possibles à l'issue de la manche aller. Toutefois, il possède 8 points d'avance sur la SEC Mimosa qui compte 4 matchs en retard. 4. L'Espagne compte 4 clubs qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Ce sont Real Madrid, Real Sociedad, FC Barcelone et Atlético Madrid. La dernière fois que les clubs de la Liga ont réalisé une telle performance, c'était lors de la saison 2020-2021. Bon, voilà, quelques commentaires. Messieurs, très chers messieurs, sur les stats du jour. Clément. Oui, tout à fait. On parle quand même du nombre de matchs des stades de la CAN. On sait qu'Abidjan, c'est normal qu'Abidjan reçoive au moins 20 matchs parce que tu as le stade principal de la compétition qui est Ebimpe, qui est installé à Abidjan, sans oublier le stade Félix Houphouët-Boigny. Le stade Ado aura les 6 matchs de la poule A, plus un 8e de finale, un quart de finale et puis une demi-finale. Quant au stade Félix Houphouët-Boigny, tu as également les 6 matchs de la poule B avec l'Égypte, Ghana et autres, et 2 8e de finale, un quart de finale, un match de 3e place. Donc ça fait 20 matchs au total pour Abidjan, contrairement à l'intérieur qui aura 25 matchs pour 4 stades. Donc Abidjan domine honnêtement les débats. Voilà, c'est logique parce que tu as le grand stade qui va accueillir la compétition, qui est Abidjan, qui va accueillir énormément de matchs, que ce soit la finale, que ce soit la demi-finale. Donc c'est logiquement que Abidjan soit la ville phare de cette compétition-là. Oui. Donc on va attendre de voir ce que ça va donner en termes d'organisation et on espère que les spectateurs seront au rendez-vous. Ballot, justement, par rapport à oui. Oui, par rapport à ces stades, oui. Oui, mais c'est tout à fait normal. Je pense que déjà le stade historique du pays, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est normal par rapport à ce statut que ce stade accueille le maximum de matchs. Le stade olympique d'Ebimpe, c'est le stade qui va accueillir le match d'ouverture et c'est le stade qui porte le nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi. Voilà, et la finale également. Donc c'est tout à fait normal. Et en plus, il faut savoir que ces stades-là, en termes de capacité, ont une grande capacité. Oui. Donc, qui dit capacité, dit possibilité de revenus conséquentes
pour la Confédération africaine de football. Raison pour laquelle il faut donc organiser le maximum de matchs parce que derrière, il y a tout simplement des conséquences financières assez importantes. Et pour le reste, le stade de Bouaké, c'est l'un des stades les plus, on va dire, intéressants en termes d'engouement. Ça, il n'y a rien à dire hein, pour les matchs qui ont pu être disputés dans ce stade-là. Il y a eu de l'engouement avec San Pedro également, mais surtout Bouaké. Donc, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on regarde le classement de ces stades-là, c'est tout à fait logique. Ouais, le stade olympique des BIMP, 60 000 spectateurs. Si on peut revoir la régie, s'il vous plaît. Oui, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, 45 000 spectateurs. Le stade de Bouaké, 40 000. Le stade de Korogo, 20 000 spectateurs. Le stade de San Pedro, 20 000 aussi. Et le stade de Yamoussoukro, 20 000 spectateurs. De très beau stade. Franchement, la CAN en Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité, c'est une très belle CAN qui s'annonce, n'est-ce pas, Saint-Séverin? Vous ne direz pas le contraire. Non, non. La CAN chocolatée, comme on le dit, une très belle CAN qui s'annonce. On a eu beaucoup de craintes concernant certaines pelouses. Aujourd'hui, les craintes semblent derrière, avec le stade de San Pedro et le stade de Korogo qui ont récemment été testés et éprouvés, je vais le dire, parce que ce sont les deux stades qui ont reçu le plus de matchs après celui des BIMP à ce jour, à cause de la Ligue des champions de la CAF. Donc aujourd'hui, tout est mis en place. La billetterie, vous le voyez, a été en ligne, a été lancée, physique aussi. Je pense que le point de départ, c'est aujourd'hui, dans les points de vente. Donc tout est mis en place, toutes les planètes sont en train d'être alignées pour que la Côte d'Ivoire offre au monde entier la CAN dont rêve le président de la CAF, la plus belle CAN de tous les temps. Oui, effectivement. Et une question justement pour le coach de l'académie Tachi. Vous trouvez normal hein, la répartition des matchs sur les stades? Bien sûr, qu'il y ait plus de matchs à Abidjan? Bien sûr, parce que ça va alléger les charges sur les stades. Et comme ça, après la CAN, on aura de beaux stades pour élever le niveau de notre championnat ivoirien. Oui, et vous rêvez de jouer dans ces stades-là? Bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. C'est évident. Et on a aussi le Racing Club d'Abidjan. Est-ce qu'elle a le coffre, finalement, d'un champion de Côte d'Ivoire? Oui. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Oui. J'ai dit oui parce que l'équipe est tellement homogène. Et puis, elle joue tellement bien au football. Elle a gardé des éléments clés, comme le capitaine Chamou Karaboué en défense, Djiré au milieu de terrain, devant un mec comme Zambi qui a fait ses preuves au WAC, qui est allé au Maghreb, qui est revenu, qui tient toujours la baraque devant avec, comment il s'appelle, Silla. Voilà, Mohamed. L'équipe est exceptionnelle. Le meilleur joueur du mois aussi, il ne faut pas l'oublier, Bandama, le meilleur joueur du mois de novembre. Chamou Karaboué, son capitaine, dit beaucoup de bonnes choses de lui. Donc aujourd'hui, c'est une équipe en pleine bourre. C'est vrai qu'elle est le Denguélé se talonne à un point de différence. Je crois que le Denguélé a 29 points et RC a 30 points. C'est une très belle équipe. Mais pour moi, elle va finir par se faire rattraper par la SEC. Parce que la SEC a 4 matchs en retard. 4 victoires, ça fait 12 points. La SEC va forcément passer devant. C'est vrai que ça biaise un peu le championnat, mais ce n'est pas la faute à la SEC. Il y a la Ligue des Champions, qu'elle joue. Donc, le RCA pourra quand même aller chercher un strapontin. Une deuxième place, ça ne veut rien dire. Donc, la Coupe nationale, je pense que le RCA peut mettre toutes ses forces dans la Coupe nationale parce que c'est la deuxième place pour la Côte d'Ivoire, c'est le vainqueur de la Coupe nationale. Mais donc, pourquoi ils peuvent aller chercher également le titre de champion? Non, ils peuvent aller chercher le titre, mais ça va être difficile. Quand tu vois la puissance de la SEC aujourd'hui, rien n'est gratuit. Ça sera difficile pour tout le monde. C'est ça aussi le football, parce qu'ils ont quand même 8 victoires, 6 matchs nuls pour une seule défaite. Ils ont battu la SEC en confrontation directe. Ça veut dire qu'il y a quand même possibilité pour le Racing Club, l'un des clubs qui travaille bien, que ce soit en termes d'environnement. Aujourd'hui, tu vas aller au stade vivre un bon moment en Ligue 1, c'est le Racing qui t'offre cette possibilité-là en termes de supporters et autres. Aux alentours du stade Robert Champrou, il y a du monde, que ce soit à l'intérieur également. Et c'est une formation qui travaille bien. En termes d'infrastructure, c'est l'un des clubs après ASEC Moda qui fait visionnage de ces matchs avant et après dans un beau cadre. Oui. Les garçons, ils sont tranquilles. Il y a le FC San Pedro. Le FC San Pedro également, les garçons, ils sont tranquilles, ils se connaissent énormément. C'est la formation, c'est le produit de la formation. Quand tu joues un match face à l'ASEC où tu arraches le ballon à l'ASEC, voilà, où tu es obligé, tu es capable de dicter ton tempo à l'ASEC Moda, Chevalier même s'est incliné à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité. Quand on prend des garçons tels que Bandama, Djiré, Silla, Chamou, voilà, qui sont dans cette formation, je pense qu'il y
ils l'ont déjà fait en étant un récent club. Et ils n'ont pas eu de longévité en Ligue 1 pour aller chercher un titre. Pourquoi pas? 2019, ils ont été champions. 2020, durant la Covid 2020. Et puis, à la vérité, c'est un club à féliciter pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle appartient à un ancien footballeur. Cissé Souleymane, et le club est dirigé par son frère Cissé Logosina, un ancien footballeur qui est en partenariat avec l'équipe de Metz, qui a créé ça, qui travaille vraiment au développement du football local. Ça, c'est très bien. Moi, je suis fier de lui. On aimerait voir beaucoup faire ça. Donc, il prend une académie qui devient un club. Et très tôt, ils ont été champions de Côte d'Ivoire. Ils ont été champions de Côte d'Ivoire en 2020. Ils n'ont même pas mis du temps. Ils ont été champions de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une... Il a racheté un club Kokumbo. Ouais, en plus, il continue de travailler, cet ancien footballeur, à développer le football local. Ça, c'est très bien. Donc, oui, c'est une équipe qui régulièrement est toujours là, 3e, 4e, joue des postes, des positions importantes dans le championnat. Moi, c'est un club que j'adore. En plus, c'est un club qui se construit, qui met en place des infrastructures, qui commence à avoir un patrimoine. Je crois qu'ils ont payé un terrain qu'ils sont en train de construire. C'est très bien. C'est exactement ce qu'on attend des anciens footballeurs. Même si beaucoup ne l'entendent pas encore, c'est pas grave. Mais bravo à Cissé Souleymane qui fait un très bon travail. Est-ce qu'on attend des clubs, pas des anciens footballeurs? Mais il peut créer des clubs aussi. Il peut faire comme lui. Maintenant, est-ce qu'ils vont être champions? Est-ce qu'ils vont être champions? Ça, c'est un autre problème parce que quand même, la SEC a 4 matchs en retard. Les jeunes noirs, quand ils vont revenir, ils vont mettre de l'ordre. Très bien, merci beaucoup Roger Stéphane et aussi messieurs. Bon, on marque une petite pause, hein, si vous permettez, messieurs. On se retrouve tout de suite pour parler justement d'Eric Bailly. Allez, à tout de suite. Très bien. Bon, nous poursuivons notre émission sportive, et nous passons bien entendu à l'actu de ce soir. Alors ce soir, nous parlerons d'Eric Bailly. Déjà, le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et aussi sur la page Facebook de la 3, nous lirons donc quelques-uns de vos messages. Bon, quel message avez-vous pour Eric Bailly? Telle est la question LGT de ce soir. L'international ivoirien Eric Bailly qui vit malheureusement une situation difficile dans le championnat turc. Qu'est-ce qu'il en est réellement alors qu'on le connaît comme étant quelqu'un de très calme? Pourquoi ces écarts d'attitude, de comportement? Bon, on regarde cet élément et après, on en parle calmement sur le plateau de la Grande Team. Voilà, le championnat turc qui est aussi suspendu actuellement. Bon, c'est un peu triste quand même de voir tout ça. Bon, aujourd'hui, ce soir, il n'y a pas de panonceau. Messieurs, j'ai bien envie de vous entendre. Quelle appréciation vous faites finalement sur la situation que vit actuellement Eric Bailly avec cet écart de conduite? Sans Séverin. Moi, j'ai du mal à parler d'écart de conduite. Moi, je ne peux pas et je ne veux pas incriminer Eric Bailly dans cette histoire. Ils sont 5 joueurs, donc 4 Africains. Bon, ça sent tout de suite ce que ça doit sentir, quoi. Je veux dire, je ne vais pas parler de racisme, mais les clubs turcs ont cette manie-là de tirer sur les paiements des joueurs, ne pas payer les joueurs, accumuler des mois de salaire à la faute, avec toutes sortes d'accusations. Un défenseur central peut faire un mauvais match, il peut faire un bon match. Quand on trouve qu'il n'est pas bon, je parle d'Eric Bailly spécialement parce que c'est mon compatriote. Quand il n'est pas bon, on le met sur le banc. Donc, pour moi, cette décision-là, c'est plus parce qu'ils ont envie de mettre certains joueurs de côté par rapport à la CAN et en plus parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Voilà, je ne parlerai pas de mauvais comportements. Je n'ai pas vu de mauvaises attitudes de Vincent Aboubakar, par exemple. C'est l'un de leurs meilleurs buteurs. Eric Bailly, quand il revient de blessure, il se comporte normalement, même si il occasionne 2 pénaltys dans un match, ça peut arriver à tous les défenseurs. On le voit avec Maguire. Ça veut dire que Maguire, normalement, il doit être viré de tous les clubs jusqu'en D18 en Angleterre. Parce que ses prestations sont à la limite de la manière sans préavis. Je pense que le club doit assumer. Et je suis sûr que cette histoire-là va finir forcément devant la FIFA. Parce qu'un garçon comme Vincent Aboubakar, tel que je le connais, c'est pas celui qui laisse tomber. Parce que lui, c'est un retour au club. C'est un club où il a toujours été, il s'est toujours bien senti là. Aujourd'hui, quand on lui colle un truc comme ça, je pense que ça ne peut pas passer. D'accord. Donc, c'est votre avis. Vous avez été entendu. Oui, Clément.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va demander à Bailly d'être très très fort dans cette période difficile parce que voilà, c'est quand même un licenciement qui arrive à un mauvais moment où il était peut-être en train d'espérer pour la CAN. Et qui dit licenciement dit il n'y a plus de matchs. Et s'il n'y a plus de matchs, tu n'as plus de temps de jeu. Et si tu n'as plus de temps de jeu, qui fait partie de l'un des critères de sélection, ça veut dire que voilà, tu compromets ou bien ta CAN sera compromise. Mais après tout, le dernier mot revient quand même à Jean-Luc Gasset. Je pense que ça ressemble un peu à du complot et à du licenciement abusif parce que voilà, là, tu ne peux pas décider du matin au soir de licencier des joueurs parce que tu estimes qu'ils ne sont pas bien, ils ont un problème de comportement. Ce problème de comportement a été démenti par Ghezal, l'Algérien, l'ancien de l'Olympique Lyonnais qui est sorti, qui a dit non, mais lui n'a jamais eu de soucis, il est toujours rangé. Et pourquoi est-ce qu'on sort un communiqué? Ce qui est marrant et puis ce qui dérange, c'est qu'on n'a même pas adressé des lettres aux joueurs. C'est un communiqué officiel sur la page du club. Donc tu es à la maison et tu apprends. C'est comme ça que les joueurs ont appris. Donc il y a un manque de respect vis-à-vis. Ce sont des champions. On parle quand même, même si on ne va pas dédouaner Eric Bailly, on sait que oui, ses prestations sur ces derniers mois laissent à désirer. Mais il faut respecter le garçon, il faut respecter les joueurs, il faut respecter Vincent Mbaka. Mais quand il parle de performance, Vincent Mbaka, c'est l'un des meilleurs attaquants du club. Donc moi, je ne vois pas le souci là en termes de performance. Je pense que ça ressemble à du complot. Comme l'a dit Saint-Séverin, c'est un club qui n'est pas du tout réglo en termes de finances. Donc peut-être que c'est un argument. Il y a également la CAN qui arrive, vont perdre quelques éléments. Il y a Vincent Mbaka, il y a Onana qui sont là, donc 2 Camerounais qui seront à la CAN. Il y a Bailly peut-être également, et puis il y a Ghezal avec l'Algérie. Donc oui, je pense que c'est quand même dommage pour un club professionnel. On parle quand même de l'Europe qui donne tout ce qui est exemple en termes de modèle de construction, en termes de gestion également d'un club. Mais Bailly, je pense que ça doit être un coup dur pour lui parce que le garçon, depuis son contrat, depuis sa signature à Manchester United, voilà, c'est tout le temps la galère. C'est pas cette vie heureuse-là que doit connaître un footballeur. C'est quand même dommage pour lui parce qu'il est pétri de talent, il a beaucoup de qualité, mais la vie ne va pas dans le bon sens. La vie de footballeur ne va pas dans le bon sens pour lui sur ces dernières années. C'est quand même triste et on espère qu'il aura le moral pour pouvoir se relever. On espère, véritablement, on espère. On a un appelant, hein, on a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Je vais très bien, merci beaucoup. Bah, je vous laisse saluer. saluer. La grande team, hein? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute alors, monsieur Kofi Mathieu. Quel message vous avez pour Eric Bailly? Ben, moi, je voulais lui dire de rester fort. Parce que vraiment, depuis un moment, les nouvelles qu'on apprend de lui là ne sont pas pour arranger la situation. Depuis Manchester, il ne jouait pas, il allait à Marseille, c'était la même chose, blessure, on ne le classait plus. On avait pensé qu'en allant en Turquie, il allait se refaire. Voilà ce qui est arrivé encore. On lui demande d'être courageux, d'être serein, parce que dans la vie d'un homme, il y a des hauts, il y a des bas. Actuellement, il traverse des moments difficiles. Mais j'ai la ferme conviction que tout ça va passer et puis il va nous revenir plus fort que jamais. Donc lui-même, qu'il soit déjà fort dans la tête, qu'il ne se laisse pas abattre par tout ce passage à vide-là, qu'il soit fort et c'est sûr que heureusement le mercato arrive très prochainement. S'il y a eu un dénouement heureux du problème, il peut rebondir dans un autre club. Donc qu'il soit fort. D'accord. C'est tout ce que je souhaite pour lui. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission. Hein. Merci beaucoup. Oui, Roger Stéphane. Oui, écoutez, Marie-Christine, j'ai très mal au cœur pour Eric Bertrand Bailly. Oui, j'ai presque les larmes aux yeux quand je regarde la situation du garçon. Il a une trajectoire très difficile. C'est une véritable traversée des déserts pour notre Eric Bertrand Bailly. Depuis 2015, quand il arrive de Villarreal à Manchester United, il fait de très bons débuts, mais après, il est mis sur le banc. Il arrive à Marseille en prêt, il joue quelques matchs, après il est mis sur le banc. Là, il va à Beşiktaş. Le même scénario se produit, on le met à l'écart. Dans tout ça, il passe plus de temps sur le banc, vous y ajoutez des blessures à répétition, et vous y ajoutez, je veux dire,
quelques mauvaises prestations aussi quand même. Quelques mauvaises prestations aussi, comme sans oublier les suspensions, parce qu'il a été suspendu une fois avec l'équipe de Marseille, et là il est suspendu encore dans son nouveau club. Maintenant, si vous ajoutez à ça quelques erreurs défensives qu'il commet, rappelez-vous des JO avec l'équipe olympique, rappelez-vous du match, dernier match face à la Zambie, rappelez-vous d'un match également à Ebempe, sur lequel il n'a pas été très très bon. Bon, quand on ajoute tout ça, moi je ne sais pas ce qui arrive à notre Eric Bertrand Bailly, ce garçon pétri de talent et de qualité qui a explosé en 2014-2015 du côté de Villarreal, qu'on a tous découvert à la CAN 2015, qui a été l'un des meilleurs défenseurs et qui nous a fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais depuis, on ne sait pas ce qui arrive à notre Eric Bertrand Bailly. J'en perds un peu mon latin, mais je souffre pour le garçon, je souffre pour le garçon. Maintenant, ce qui se passe dans son club, ce n'est pas juste. Parce qu'il y a deux raisons qui sont évoquées. La performance, mais ce n'est pas vrai. Parce que Vincent Aboubakar est l'un des meilleurs buteurs du club. Donc, ce n'est pas une question de performance. Deuxièmement, sur l'incompatibilité, ce n'est pas vrai. Parce que Ghezal est un garçon très correct dans le club. Donc, il y a ce spectre-là, cette épée Damoclès-là qui est sur notre Bailly depuis longtemps. Et moi, ça me fatigue. Je pense que ce club joue un peu les voyous. Soit c'est un boycott ou un sabotage de la Coupe d'Afrique des Nations de football, parce qu'il y a des joueurs là qui vont venir jouer la CAN. C'est connu avec tous ces garçons. Beaucoup viendront jouer la CAN. Soit le club a des problèmes financiers. Donc on lit dans les couloirs qu'il faut réduire la masse salariale, parce que ces garçons-là sont tous chèrement payés, réduire la masse salariale. J'ai lu le président du club qui a dit qu'il va faire un recrutement pour renforcer la qualité de son effectif, mais il prévoit de signer un partenariat avec le Paris Saint-Germain pour que Paris Saint-Germain mette à la disposition du club les jeux du centre de formation. Bon, ça veut dire que ce club-là n'a pas d'argent pour entretenir les joueurs qu'il a en ce moment ou d'en recruter. La preuve, d'aller chercher des joueurs dans un centre de formation du Paris Saint-Germain. Donc, mais pourquoi faire tout ce cinéma? Voilà, c'est injuste, c'est un faux procès qui est fait à ces garçons. C'est vrai que Bailly, sur ses dernières sorties, il n'a que 8 matchs, il n'a pas de grosses performances, il a fait quelques bouts dessus des matchs, mais ce n'est pas une raison pour les écarter de l'effectif. Quand un joueur n'est pas performant, on le met sur le banc de touche. On ne le chasse pas du club. Donc c'est une affaire qui, à mon avis, va tout simplement finir en justice. On verra même tout à l'heure les performances d'Eric Bailly. Mais pour l'instant, nous avons un appelant. Nous avons M. Fofana Yaya qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Fofana. Je ne vous entends pas. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Ok, moi, ça va bien. Ça va bien. Je profite de l'occasion. Allez-y. Je profite de l'occasion pour saluer sur la table de séance. D'accord. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. Quel message vous avez pour Eric Bailly? C'est pour dire aux jeunes frères d'être mentalement forts. Parce que dans le milieu du football, on passe à travers ces genres de situations. Et ils sont préparés à ça d'ailleurs. Psychologiquement, il faut qu'ils soient costauds parce que c'est ce pays-là, la Turquie, le plus souvent, il y a des situations comme ça. Les joueurs traversent des situations comme ça. Et ce club-là n'est pas sa première, c'est pas leur première fois d'avoir des comportements pareils. Et comme l'a dit, je soutiens M. Rouget, comme il l'a dit, effectivement, la CAN approche. Donc il faut trouver des alibis pour écarter, pour profiter de l'occasion, pour les écarter, pour les mettre de côté. Et c'est marrant, mais moi je souhaiterais que, pour qu'on puisse accompagner nos garçons, il faut que la CAF au moins cherche à prendre des dispositions pour ça. Parce que toujours, ce sont les joueurs africains qui passent à travers ce genre de situation. Ouais. Il est important que la CAF prenne une position radicale vis-à-vis de ces situations. Parce qu'il faut qu'on respecte quand même les footballeurs africains. Ils ne sont pas respectés à sa juste valeur. Voilà. Donc moi, sincèrement, je profite de l'occasion pour en parler et dire à Eric Bailly d'être fort mentalement, de ne pas baisser les bras et qu'il met dans sa tête que c'est comme ça qu'il devait traverser cette période-là. Mais mentalement, il va se remettre parce que c'est le football. C'est le football, c'est pas une équipe facile. Nous sommes passés par là, nous avons essayé de faire l'aventure, tout, mais après on s'est retrouvés là. Donc il faut qu'il soit mentalement fort. Et veuillez m'excuser, j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer l'académie qui est en place. Oui, d'accord. Et dire en même temps aux coachs que quand on prend les enfants de 12 à 15 ans, on doit forcément passer par la technique individuelle. C'est important. On ne peut pas travailler le collectif en même temps à cet âge-là.
Et j'ai remercié M. Rouget même pour ça, pour la question, parce qu'il y a d'autres qui ignorent ce côté-là. Il faut, avec les jeunes gens, on doit forcément passer par la qualité technique, la maîtrise des balles, avant de continuer sur la tactique et autres. D'accord. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Ballon, on vous a pas encore entendu, hein? Oui, moi déjà, les mots que j'ai à l'endroit d'Éric Bailly sont des mots de compassion, beaucoup de courage, qu'il soit véritablement fort dans cette mauvaise passe. Et puis, il faut dire que l'objectif pour lui, en signant Beşiktaş, c'était de se relancer. Aujourd'hui, force est de reconnaître que l'objectif finalement a été mis à terre par le club de Beşiktaş. Donc, je l'invite à être pragmatique et à se donner les moyens de quitter ce club au plus vite. Car c'est un club qui n'est pas dans la légalité. Parce que j'ai apporté avec moi l'article 15 de la Déclaration universelle des droits des joueurs. Et cet article dit que chaque joueur a le droit de bénéficier de procédures régulières. Et dans cette affaire, il n'y a pas de régularité dans la mesure où le club de Beşiktaş a annoncé l'exclusion de ces joueurs de manière unilatérale. Sans avertir au préalable l'agent du joueur, sans avertir le joueur au préalable. Donc là, il y a un souci à ce niveau. Et en plus, aucune preuve n'a été avancée par ce club. Parce que c'est un communiqué qui n'est pas accompagné de preuves palpables sur des faits d'incompatibilité de ces joueurs. On n'a pas eu de vidéo, on n'a pas eu de preuves matérielles qui nous démontrent que Éric Bailly et les autres ont été incompatibles dans l'exercice de leurs fonctions. Et en plus de cela, on nous parle de performance. Mais quel est le garant de la performance et de l'homogénéité ou sinon du bon environnement d'un groupe de joueurs dans les vestiaires? C'est le coach. Je pense que c'est un précédent incroyable dans l'histoire du football. C'est la première fois que des joueurs sont incriminés pour un manque de résultats sportifs. Parce qu'on sait que de manière classique dans le football, le premier fusible, c'est le coach. C'est lui qui est responsable de la vie du groupe. C'est lui qui est responsable du fait d'interchanger des joueurs sur la pelouse. Et cette fois-ci, ce sont des joueurs qui sont incriminés en plus de manière injuste. Et en plus, l'article 15 de la Déclaration universelle des droits des joueurs édicté par la FIFPro, qui est le syndicat des joueurs, dit que lorsque le joueur est accusé, toute peine doit être licite, proportionnée et juste. Là encore, à ce niveau, il y a un vice incroyable parce que la peine n'est pas proportionnée et juste dans la mesure où rien ne nous dit dans le communiqué que les joueurs ont été convoqués dans un premier temps pour avoir une sorte de conciliabule, concilier les différentes positions pour trouver une solution à l'amiable. Rien. Donc, la décision n'est pas proportionnée, elle n'est pas juste. Donc, clairement, il y a un vice de procédure de la déclaration des droits des joueurs édictée par le syndicat des joueurs. Et je pense que les joueurs incriminés ou les joueurs accusés se doivent de saisir au plus vite les instances du football pour régler ce problème-là, parce que ça peut ouvrir une boîte de Pandore. Si on laisse faire ce club de Beşiktaş, il va sans dire que dans les années à venir, des clubs vont se sentir capables ou vont se donner les moyens de pouvoir licencier de manière abusive des joueurs, ce qui est inacceptable. Exactement. Bon, on a un appelant aussi, on a M. Lésia José qui nous appelle de Yopougon, Maroc. Voyons son avis sur la question et le message pour Éric Bailly. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Aris Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. D'accord. Je pense que c'est une injustice totale. C'est une injustice totale. Et je peux même dire encore que ce club-là se fout totalement de la nationalité de ces joueurs-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre un club tel que Estica peut agir de la sorte. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et je pense bien que l'agent d'Éric Bailly, que ce soit tous les joueurs qui ont été expulsés, vont jusqu'au bout de cette histoire. Doivent aller jusqu'au bout. Parce que c'est récurrent, c'est même pas joli à voir. Et encore, vraiment, nous sommes de cœur avec Éric Bailly, qui prend courage. Ce sont les épreuves. Voilà. Et après les épreuves, il y a la gloire. Donc, vraiment, nous l'encourageons. Nous l'encourageons. Merci bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre appel et pour votre participation. J'ai bien envie d'entendre aussi les pensionnaires de l'Académie Tachi. Bon, le coach d'abord. Comment est-ce que vous voyez cette situation et puis quel message en même temps à l'endroit de Eric Bailly? Le premier message va à l'endroit de notre compatriote qui est Eric Bailly. Oui. C'est de lui dire d'être courageux. C'est les étapes de la vie. Le foot, c'est comme la vie. Hein. Voilà, il y a les étapes, il y a les hauts et les bas. Maintenant, moi me concernant, je vois qu'il y a quelque chose de louche. C'est chaque fois à la poche de la CAN. C'est lié à la CAN. Ils sont 4 Africains. Ouais. Donc si on va au fond de l'affaire, il y a la part de la CAN dedans aussi. Donc c'est de dire aux autorités de la CAF de prendre aussi les responsabilités. Il ne faudrait pas que ça soit toujours nous les Africains. Exactement. Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. Oui, le membre fondateur. OK, donc déjà, Ivoirien, nous apportons notre soutien au grand Eric Bailly. Pourquoi le grand Eric Bailly? Parce qu'il a toujours été là et lorsque la Côte d'Ivoire a eu besoin de lui. Donc aujourd'hui, il a besoin de la Côte d'Ivoire et nous sommes derrière lui, nous le soutenons. Nous n'allons pas tirer sur l'ambulance parce que c'est des moments, comme le coach l'a dit, c'est des moments difficiles. Et lorsqu'il était dans ses qualités de jeu, nous l'avons applaudi. Aujourd'hui, il est en meilleure forme. Nous devons être là pour le soutenir. Voici un peu mon point de vue. D'accord. Un des pensionnaires, je crois qu'il y a un qui avait levé la main, oui. Oui, on vous écoute. Bon, moi, je vais aller terre à terre. Si j'étais défenseur, je pense que mon modèle de joueur aurait été Eric Bailly. Je l'apprécie dans toutes ses formes. Je pense que si nous devons mettre ses défauts en avant, mettons aussi ses qualités en avant. Comme le disait monsieur Roger, oui. Lors de la CAN 2015, Eric Bailly a été l'un des héros de l'art de Villarreal United. Il n'a fait que des grands clubs. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, si ça ne va pas chez lui, nous devons dire non, voici ses mauvaises prestations, voici ses mauvaises... Mais où en est-il de ses bonnes prestations? Parce qu'il en a fait de très bonnes prestations. Donc du coup, s'il traverse ces moments difficiles, je pense que c'est de lui apporter notre soutien étant ivoirien que nous sommes, étant nous jeunes footballeurs, espérons avoir la carrière déjà même qu'il a eu parce que ce n'est pas sûr qu'on ait cette carrière. Donc je pense que ça ne vaudrait pas la peine de lui envoyer de mauvais messages, mais plutôt de l'encourager et espérer, s'il le peut, de revenir en pleine forme et pouvoir se relancer dans notre club. Ce n'est pas encore fini. Force à toi, vieux Erico. D'accord. Donc c'est véritablement des messages d'encouragement à l'endroit d'Eric Bailly. Sur la page Facebook de la 3, je lis un message. Ahmed Binaté qui nous dit « Il est actuellement dans une période très sombre. Je lui suggère qu'il observe une période sabbatique pour essayer de remettre un peu d'ordre dans sa carrière, qu'il opte par la suite pour un challenge pourquoi pas africain, afin de se relancer et repartir de plus belle. » Bon, une autre personne aussi... Florenté Nazali Liboso qui nous dit pour sauver sa carrière footballistique qu'il prenne la direction de l'Arabie Saoudite comme championnat. Bon. Déjà, voyons les performances d'Eric Bailly avec Bézikista depuis le début de la saison. Donc ses prestations, déjà on le présente, il a 29 ans, il a 49 sélections pour 2 buts en sélection. Il évolue à Beşiktaş en Turquie. Lors de la saison 2023-2024, c'est 8 matchs joués, 8 titularisations, 0 but, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Ben, il faut préciser qu'on n'attend pas d'un défenseur qui marque 10 buts. Donc voilà. Bon, objectivement, comment vous voyez ces performances-là, sans Séverin, objectivement? 8 matchs, 8 titularisations. Oui. Bon, je n'ai pas de problème à ce niveau. Si on me disait 8 matchs, 2 titularisations, j'aurais... Bon, après voilà. ils ont 15 matchs en championnat, oui, ce que j'ai regardé. C'est le nombre de matchs qu'Eric Bailly a joué, c'est 8 matchs. Et pour ces 8 matchs, il a été titulaire. Ça veut dire que c'est un joueur, un défenseur qui compte dans le club. Voilà. Quelqu'un qu'on accuse de la sorte n'est pas titulaire chaque fois qu'il est en capacité de jouer. Les matchs qu'il n'a pas joué, c'est parce qu'il était soit suspendu, soit blessé, voilà, dans une mauvaise phase. Donc, il est titulaire au club, il fait le boulot comme il se doit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un défenseur peut faire un mauvais match, comme un milieu de terrain, comme un attaquant, comme un gardien. Ça peut arriver à un footballeur. Mais le fait qu'il soit titulaire, chaque fois qu'il est présent, qu'il est en condition, ça veut dire quand même que c'est un cadre, non seulement de l'équipe, mais c'est un joueur apprécié par le coach, par ses coéquipiers. On ne comprend donc pas
raisonnablement ce qui a poussé le club à faire ce communiqué et à mettre tout sur le dos des joueurs. Donc pour moi, là, c'est vraiment une injustice. Et je l'ai répété tout à l'heure, j'espère qu'elle va finir au tribunal arbitrage du sport. Même si Bailly lui-même doit se ménager et comme l'a dit un appelant, prendre quelques temps pour se reposer, pour moi, par exemple, durant la période du mercato, avant de se relancer dans un championnat exotique, parce que là, il est déjà à 29 ans, 30 ans. Ouais. Je pense que c'est le moment d'aller bronzer. C'est votre conseil pour Eric Bailly. Mais par rapport à la CAN, est-ce que vous pensez qu'avec cette situation, justement, le coach Jean-Louis Gasset pourrait appeler Eric Bailly? Clément? Là, ça devient compliqué. Voilà. Faudrait pas qu'on se voile la face. Ça devient très, très compliqué parce que d'abord, il n'était pas bien parti. Peut-être que le critère qui militait en sa faveur, c'était peut-être qu'il a déjà gagné cette compétition, il a du vécu, il a de l'expérience. Et puis, en attendant qu'il laisse ces matchs-là en jambes, que ce soit quelques matchs avec le club turc, je pense qu'il allait quand même avoir sa chance dans la liste de Gasset. Mais là, si ce n'était pas en jambes, à l'approche de la CAN, ça devient un peu compliqué. Après, il y a les décisions quand même qui vont au-delà de ce qu'on appelle la raison et puis de tout ce qui est rationnel. Il peut se permettre de le mettre dans son groupe, pourquoi pas. Ça peut être un challenge, ça peut être également une réussite à la CAN. Et quand on prend les déclarations de Ballot, en ce qui concerne le droit des joueurs, je pense que ça ne va pas rester ainsi parce que Pimienta, qui est l'agente de Bailly, c'est quand même une grande dame du football. C'est l'héritière de Mino Raiola. Donc elle est très puissante. Qui dirige Alan, Verratti. Elle est très puissante. Et puis Mazraoui, donc je pense qu'elle ne va pas se laisser faire également et on va voir ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Exclu par son club, quel message avez-vous pour Eric Bailly? Bon, écoutons le public sportif ivoirien. Il n'a pas à se décourager. C'est le monde du football. Il aura bientôt un club. Voilà. Puisque le football, ce n'est pas facile. Lui qui a tant donné en Côte d'Ivoire pour son pays, il ne faudrait pas qu'il se décourage, car le découragement n'est pas ivoirien. Je crois que je dirais à Eric Bailly d'être très fort dans la tête et je l'encourage à ne pas désespérer. Parce que c'est ça aussi le sport, il y a des hauts et des bas. C'est vrai, nous avons tous appris à travers les médias qu'il a été exclu. Lui et quelques joueurs ont été exclus par leur club, mais je crois qu'il ne doit pas baisser les bras. Il peut encore rebondir dans un autre club ou bien il peut essayer d'aller dans un autre club et puis rebondir. Donc moi, je ne fais que l'encourager. Je lui dis de ne pas désespérer. Déjà primo, qu'il a le soutien de toute la communauté ivoirienne. Effectivement, ce sont des épreuves assez compliquées pour tout joueur professionnel. Bon courage à lui. Et on sait très bien que c'est un joueur brillant au détriment de toutes les critiques qui lui sont adressées. On l'encourage et juste de tout cœur avec lui. Et on souhaite également aussi qu'il participe à cette Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est un joueur phare, ou du moins c'est un joueur clé aussi pour notre équipe nationale. Alors ce que moi je peux dire à Eric Bailly, c'est de ne pas baisser les bras et qu'il continue à s'entraîner. Et on espère que l'équipe nationale, pourquoi pas, pourra le recruter ou un autre club. Je voudrais lui dire qu'il ne faudrait pas qu'il se décourage parce que Eric Bailly nous a fait vibrer, il fait vibrer la Côte d'Ivoire dans son jeu. Donc, il ne faudrait pas qu'il se décourage. Je souhaiterais qu'il se donne plutôt à fond, qu'il s'entraîne davantage. Et puis, pourquoi pas être sélectionné pour la CAN. Ça va lui donner plus de force. Et puis, que du bonheur pour lui, qu'il ne se décourage pas. Parce que le découragement n'est pas ivoirien. Très bien. Bon, la dernière intervenante l'a dit, découragement n'est pas ivoirien, donc que des messages d'encouragement pour Eric Bailly. Bon, voilà, c'est fini pour l'actu de ce soir. On vous permet de revoir les news données en début d'émission et c'est dans LGT News. LGT News. Boxe, MMA, pour démarrer les news de ce mercredi. Ngannou, Deontay, en projet pour 2 combats. Francis Ngannou pourrait croiser Deontay Wilder dans les mois à venir. Son entraîneur principal, Eric Nicksick, envisage sérieusement 2 combats entre ces 2 boxeurs, dont l'un en boxe anglaise et l'autre en MMA. Nous avons regardé ce qui pourrait se passer si c'était Deontay Wilder. S'il y a ce combat à règles mixtes, il y a donc 2 options possibles. Je lui ai dit que si nous pouvions avoir Wilder en MMA puis en boxe, ce serait le meilleur scénario possible. Ce serait très amusant, a déclaré le coach de Francis Ngannou. D'ailleurs, le Camerounais ne verrait pas d'un mauvais œil cette proposition.
LGT News. Football à présent. Les clubs en assemblée générale extraordinaire le 27 décembre. Les clubs de football des groupements d'intérêt seront en assemblée générale extraordinaire le 27 décembre prochain. Ils ont en effet été convoqués par l'instance dirigeante du football ivoirien, à savoir la FIF. Selon la convocation dont nous avons reçu une copie, 8 points sont à l'ordre du jour. Les acteurs de cette discipline vont plancher sur l'examen et l'adoption du projet de budget de l'exercice 2024. Ces assises seront certainement l'occasion pour le président Yacine Idriss Diallo d'aborder la question de la participation des éléphants à la CAN, prévue sur nos terres du 13 janvier au 11 février. LGT News. Espagne, Zidane, victime d'un accident au volant. Zinedine Zidane a pris part à une course de karting à l'occasion d'une journée événement organisée par Alpine à Madrid. Il était aux côtés de Pierre Gasly et Esteban Ocon, lequel a percuté la voiture de la légende tricolore. Cette course, qui a eu lieu hier mardi et a été placée sous le signe de l'amusement et du plaisir, aurait pu mal tourner. Tout se passait bien jusqu'au gros boom, mais plus de peur que de mal. Ce n'était pas volontaire, surtout pas sur Zizou, a déclaré Ocon. LGT News. Voilà la grande team de ce soir, dernière période de l'émission. Je suis toujours accompagnée des pensionnaires de l'Académie Tachi. Vous pouvez applaudir. Voilà, et avec vous, on va passer au plus calé donc, de ce soir. Et vous aurez aussi à jouer, messieurs. Allez, on y va pour le plus calé. Trois équipes donc ce soir. Équipe A composée de Ballot et Clément Yéton. Équipe B composée de Roger Stéphane et Saint-Séverin. Et équipe C composée des pensionnaires de l'Académie Tachi. Vous avez une ardoise. Donc, il y aura les questions. C'est assez simple. Des questions à choix multiples. A, B ou C. Vous répondez simplement à la question que vous pensez à la réponse que vous pensez être la bonne réponse. Et puis, à la fin, on verra qui est le plus calé. On y va donc. Vous écoutez attentivement. La première question, déjà le thème, spécial éléphant. Je pense que c'est bon pour vous. On y va, messieurs. Première question. Quel est l'international ivoirien en activité le plus capé après Max Gradel? A. Franck Kessié. B. Serge Aurier. C. Éric Bailly. Kessié et Bailly. Je vais faire Kessié. On y va. C'est bon, on lève les ardoises. La réponse A de ce côté-ci et la réponse B pour Ballot et Clément, c'est la réponse B, Serge Aurier. Je ne crois pas. Deuxième question. Je ne crois pas. En quelle année les éléphants ont-ils disputé la première prolongation de leur histoire à la CAN? A. 1970. B. 1992. C. 1994. 1970, 1992 ou 1994. En quelle année les éléphants ont-ils disputé la première prolongation de leur histoire à la CAN? On y va. La réponse B pour tout le monde, c'est la réponse A. Oh, je savais. 0 point. Je savais. 70, c'était contre qui? Donc, la prochaine question. Qui a marqué le premier but des éléphants lors de la CAN 2021? A. Mas Gradel. B. Nicolas Pepe. C. Sébastien Haller. Qui a marqué le premier but des éléphants lors de la CAN 2021? Mas Gradel, Nicolas Pepe ou Sébastien Haller? On y va. A pour tout le monde. Et c'est la réponse A, Mas Gradel. Oui. Il est l'auteur de l'unique but qui a offert la victoire aux éléphants lors de leur premier match du tournoi face à la Guinée équatoriale. Quatrième question. Qui était le sélectionneur des éléphants à la CAN 1980? 80, hein? A. Gabo Gérard. B. Santa Rosa. C. Otto Pfister.
On y va. A, B ou C? C'est si. La réponse A pour Saint-Séverin et Roger Stéphane. La réponse B pour les deux autres équipes. C'est la réponse A. Gabo Gérard. Et la cinquième et dernière question. Messieurs, on écoute? Voilà. Combien de fois les éléphants ont rencontré le Cameroun à la CAN? Les beaux des beaux. Combien de fois les éléphants ont rencontré le Cameroun à la CAN? A, 6. B, 7. 2006. C, 8. Combien de fois les éléphants ont rencontré le Cameroun à la CAN? Il n'y a pas 4, les 5. Moi, je compte 4. On y va. On lève les ardoises. La réponse A sur le plateau avec les consultants et la réponse C pour l'équipe pour les pensionnaires, c'est la réponse C. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont affrontés 8 fois dans l'histoire de la CAN. Le bilan statistique des éléphants est de 1 victoire en 2015, 2 nuls en 1992 et 2006 et 5 défaites en 1970, 1984, 1986, 1992, 2000 non, on les a gagnés en 92. Et 2002. On a gagné le Cameroun en 92. Roulement de tambour. On a gagné le Cameroun en 92. L'équipe victorieuse ce soir. 8 là, il ne croit pas. Bon, vous êtes éliminés. C'est égalité. Une égalité parfaite sur le plateau entre l'équipe B et l'équipe A. Bon, félicitations quand même pour la participation. Qui a remporté? Ils ont remporté, ils ont un point en plus. Ah, bon, c'est vrai, c'est vous. Bon, félicitations. Voilà, donc félicitations donc aux pensionnaires. Ce sont nos invités. De l'Académie de Tati. C'est la fin de la grande team de ce soir. Donc merci beaucoup, merci aux membres fondateurs, merci aux coachs, merci à vous aussi les joueurs. Merci à vous sur le plateau Ballot, Roger Stéphane, Saint-Séverin, Clément Yéton. Merci très chers téléspectateurs. Bon, on se repose un tout petit peu, comme toujours. Et on se retrouve demain en direct, toujours sur la 3, 20h30. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.